Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo qui correspond à la première partie de la série sur les forêts. Vous pouvez regarder ces vidéos indépendamment les unes des autres et dans l'ordre que vous souhaitez. D'un point de vue pédagogique, nous vous conseillons néanmoins de regarder celle-ci en premier car il s'agit d'une introduction dans laquelle nous aborderons plusieurs questions, notamment en quoi les humains et les forêts sont liés, que représentent et quelle place ont les écosystèmes forestiers à l'échelle de la surface de la Terre, pourquoi et comment les forêts ont un rôle de régulation et sur quoi elles ont un rôle de régulation, et enfin pourquoi il faut considérer les forêts comme des écosystèmes vulnérables, fragiles, et identifier les stress et les pressions qui les menacent. Toutes ces parties vont tenter de vous montrer pourquoi il est important de mieux connaître les forêts. Alors la forêt, elle est fortement liée à l'histoire humaine, à son imaginaire et à ses croyances. Euh, c'est un écosystème important des surfaces continentales, c'est également un écosystème de régulation et c'est un écosystème fragile soumis à de nombreux risques. Alors, à bien y regarder de plus près, vous allez vous rendre compte à quel point l'humanité est liée à la forêt, dans le sens où l'histoire des hommes, leur imaginaire, leurs croyances ou leurs mythes sont liés à la forêt. Par exemple, c'est ainsi que la sédentarisation humaine a été possible grâce au bois et à l'histoire du bois et à l'exploitation du bois il y a environ 8000 ans au néolithique. D'ailleurs, les premiers impacts de l'homme sur le milieu naturel ont été de couper des arbres, que ce soit pour le feu, que ce soit pour construire des abris ou que ce soit pour récupérer des surfaces pour l'agriculture ou pour l'élevage. Dans les sociétés actuelles, tout le monde connaît la forêt. Depuis son enfance, les forêts sont des lieux de balade ou de pique-nique, mais elles sont aussi des lieux mystérieux, étranges et un peu effrayants des contes où le petit poussé se perd, où le petit chaperon rouge rencontre le loup et où Hansel et Gretel sont enfermés par la sorcière. Blanche-Neige, cependant, trouve refuge dans la forêt et s'y cache. Ainsi, les forêts sont des lieux de mythes et de légendes, comme la forêt de Brocéliande, par exemple en Bretagne, ou la forêt de Sherwood, où Robin des Bois rend la justice et se cache. Dans la mythologie nordique, Yggdrasil, qui est l'arbre-monde, est un arbre cosmique qui relie les mondes célestes, terrestres et souterrains. Ainsi, des tas de créatures habitent en forêt, notamment les fées, les trolls, les gnomes, les elfes. Ils vivent tous dans cet espace qu'est la forêt. La forêt, c'est également un lieu populaire, un lieu familier. C'est un lieu de détente, de loisirs, de ressourcement ou d'activités sportives. Sans doute avez-vous déjà été vous promener en forêt, y randonner, cueillir des champignons, des baies, observer les oiseaux, y courir, etc. Il existe des tas d'activités à y faire. La forêt est également un lieu d'habitation pour les humains, mais aussi et surtout pour les non-humains. Et donc, par le fait, c'est une réserve de biodiversité gigantesque qui accueille des animaux sauvages, des insectes, des micro-organismes, des plantes, etc. D'un point de vue chiffré, 80% de la biodiversité mondiale terrestre est dans les forêts, dont 2 tiers dans les forêts tropicales. On peut donc percevoir de nombreux enjeux autour de la forêt. Parce que les forêts sont également exploitées pour leur bois. Elles peuvent aussi être de vraies pharmacopées, comme les forêts tropicales. La déforestation également est un des enjeux dangers les plus importants pour les forêts, avec des coupes gigantesques, comme en Indonésie pour les plantations de palmiers à huile de palme, ou alors en Amazonie, avec par exemple plus de 13 000 km² coupés au Brésil en 2021, chiffre en augmentation constante malheureusement. Alors, dans la prochaine partie, nous allons essayer d'aborder un point qui est en lien avec la représentativité des forêts à l'échelle de la planète. Alors, les forêts sont un écosystème terrestre important puisqu'elles représentent 1 tiers des surfaces continentales, soit plus de 4 milliards d'hectares. Les surfaces forestières fluctuent dans le temps au rythme des déforestations, des incendies et des replantations. Pour évaluer précisément ces surfaces à l'échelle mondiale, les images satellitaires sont des outils intéressants.
Vous pouvez par exemple voir ici une carte mondiale de la répartition des forêts dans les nuances de vert et des autres occupations comme les prairies, les herbes, les champs agricoles ou les zones urbaines. Vous pouvez observer facilement qu'il existe des zones denses de forêts en fonction des latitudes et dans des régions climatiques et en fonction des régions climatiques, ce qui souligne bien le lien entre le type de couvert et les paramètres environnementaux tels que la température moyenne annuelle, la pluie, mais aussi l'altitude et évidemment la latitude. En effet, à une même latitude, les types d'arbres ne seront pas identiques. La forêt ne sera pas la même si on est en plaine ou si on est à 500 mètres sur un plateau ou à 3000 mètres d'altitude. Sur cette carte, par exemple, figurent les variations de hauteur d'arbres à l'échelle mondiale, avec les forêts les plus hautes, avec les arbres les plus hauts localisés dans les écosystèmes du nord-ouest Pacifique aux États-Unis, et les forêts les plus basses sont dans des forêts boréales arctiques, comme certains milieux en Sibérie, par exemple. C'est le rond bleu que vous pouvez voir. Donc cette carte, elle a également aussi été réalisée à partir d'images satellitaires obtenues par la NASA. Les écosystèmes forestiers en France couvrent en métropole environ 17 millions d'hectares, soit près du tiers du territoire métropolitain. Oui, oui, le tiers du territoire. Cette surface forestière est la quatrième au niveau européen, derrière la Suède, la Finlande et l'Espagne. Elle est aux trois quarts privée. Elle se concentre principalement dans la moitié sud et la partie est du pays. Elle est située en grande majorité dans les plaines et les collines où les feuillus dominent largement. L'accroissement de la forêt actuellement est de 90 millions de mètres cubes par an pour 49 millions récoltés annuellement, ce qui signifie que la forêt est en expansion actuellement en France. Ceci étant, on doit modérer le débat par un certain nombre d'éléments. En effet, les inventaires forestiers ont observé une diminution d'un certain nombre de paramètres. Par exemple, une diminution de la croissance des arbres. Celle-ci a diminué de 3% entre la période 2005-2013 et 2011-2019. Dans la même période, la mortalité des arbres a augmenté de 35%. Donc on a à la fois une croissance plus faible et une hausse significative de la mortalité. Ces deux éléments, l'évolution de ces deux paramètres peut s'expliquer par plusieurs facteurs comme le changement climatique qui induit du stress hydrique, des périodes de canicule de plus en plus fréquentes, mais aussi le développement de bioagresseurs tels que des insectes xylophages comme le scolite ou des champignons invasifs comme la calarose. Alors voici un petit quiz auquel vous pouvez réfléchir et répondre mentalement. D'après votre perception des forêts du monde, à votre avis, quelle région climatique contient le plus de forêts? Est-ce la région boréale, tempérée, tropicale ou sous-tropicale? Donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Quelle région climatique au monde contient le plus de forêts? Voici la réponse. C'est la zone tropicale qui contient le plus haut pourcentage de forêts avec 45%. Donc comme vous pouvez le constater dans cette illustration. Alors, ce que vous voyez aussi dans cette figure, c'est qu'il y a plusieurs dénominations et types de forêts. Il y a les forêts tropicales humides comme la forêt amazonienne, il y a les forêts boréales comme la taïga, il y a les forêts tempérées comme celles d'Europe de l'Ouest, Pologne, Allemagne, France, Autriche, Italie, et les forêts subtropicales comme celles par exemple des îles Canaries ou de l'Uruguay. Ainsi, on voit bien qu'on parle de la forêt, mais il n'existe pas un écosystème forestier, mais plusieurs types d'écosystèmes forestiers, avec en plus des fonctionnements différents. Donc, avant toute chose, je vous propose de définir deux notions. La différence entre une forêt primaire et une forêt plantée, et vous allez voir que c'est extrêmement important. Et la deuxième notion est la notion d'écosystème. Alors, quand on parle de forêt, on pourrait croire que nous sommes dans un milieu naturel protégé et inchangé.
Mais cette notion, elle peut être totalement fausse puisque depuis le néolithique, nous l'avons vu en début de présentation, les humains exploitent la forêt, exploitent le bois pour différentes fonctions, chauffage, construction, mobilier, pâte à papier, etc. Et certaines forêts dans l'histoire humaine ont été totalement coupées. La nécessité de protéger cette ressource, elle est aussi vieille. Elle est vieille de plusieurs siècles. Par exemple, sous Louis XIV, en France, en 1669, Colbert a rédigé une ordonnance qui visait à protéger et restaurer la ressource en bois, notamment pour la future construction navale et évidemment pour ne pas euh, épuiser la ressource. Et donc, vous voyez que dans le document du milieu, il est utilisé le mot de raisonner, une exploitation raisonnée de la ressource. Alors, quand on parle des forêts, on différencie en fait les forêts primaires des forêts secondaires. Alors, plusieurs déterminations existent pour la forêt primaire. On parle parfois de forêt vierge, de forêt naturelle, de forêt primitive ou originelle. La caractéristique de cette forêt primaire est qu'elle est composée d'espèces indigènes, d'espèces locales, sans activité humaine présente ou passée. Cette forêt, elle n'est pas exploitée, elle n'est pas détruite, elle n'est pas fréquente, elle n'est pas fragmentée. Mais ceci ne signifie pas qu'aucun humain n'y vive. Des tribus indigènes, par exemple, ont occupé ou occupent encore des espaces de forêt vierge en harmonie avec elles, sans détruire ou sans vraiment modifier les habitats. Alors à l'échelle mondiale, il ne reste plus que 1,1 milliard d'hectares de forêt vierge. Ainsi, si on reporte ça ou si on le compare avec les surfaces globales mondiales des forêts, on voit que 75% des forêts sont exploitées. Trois pays, le Brésil, le Canada et la Fédération de Russie, présentent plus de la moitié des forêts primaires du monde. Les superficies de forêts primaires diminuent. Ils ont diminué de 81 millions d'hectares depuis 1990. Mais le taux de perte s'est réduit de près de moitié dans la période 2010-2020 par rapport à la décennie précédente. Les forêts primaires sont des forêts intactes, c'est-à-dire qu'elles ont un haut degré de naturalité, qu'elles n'ont pas été détruites ni exploitées, ni fragmentées, et qu'elles sont capables d'assurer leur pérennité selon un processus évolutif qu'on appelle la sylvigénèse. Alors, cette sylvigénèse, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une des caractéristiques des forêts primaires. Ces forêts, ces écosystèmes fonctionnent selon des boucles qu'on appelle le cycle sylvigénétique, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'assurer leur pérennité naturellement selon un processus évolutif appelé sylvigénèse. Et la sylvigénèse ou la genèse cyclique est l'ensemble des processus dynamiques à l'origine de l'établissement ou de la régénération, après par exemple un feu, d'un écosystème forestier. Alors nous n'aborderons pas ici en détail les mécanismes de la sylvigénèse, mais ce diagramme illustre bien les aspects de succession et de cycle à l'origine de l'établissement d'une forêt mature. Plusieurs stades vont en fait se succéder avec, dans les temps initiaux d'abord l'apparition de mousses et d'espèces herbacées, ensuite le milieu est colonisé par les graminées vivaces, c'est l'étape numéro 2, puis par des buissons, puis par des arbres pionniers, c'est l'étape numéro 4, ensuite les arbres à croissance rapide, étape numéro 5, et dans le dernier cycle, les espèces d'arbres les plus hautes qui conduisent à l'établissement de ce qu'on appelle le climax. Alors le terme climax correspond à l'ensemble sol-végétation d'un écosystème forestier parvenu à un état terminal d'évolution. Le climax dépend fortement, bien entendu, du climat du milieu, mais aussi de la latitude, de la géologie et ou de l'altitude. Alors, si les forêts primaires ne représentent plus que 25% à l'échelle mondiale, les trois quarts des forêts sont des forêts plantées ou des forêts cultivées. Et parfois, les espèces plantées ne sont pas celles qui sont naturellement ou qui étaient naturellement présentes dans le milieu. On plante donc parfois des parcelles avec des espèces non natives. Il s'agit par exemple des forêts de pins des Landes en France, de palmiers en Indonésie ou d'épicéas dans le nord de l'Europe, qui sont des forêts plantées.
Alors, les impacts de ce mode de gestion sylvicole, généralement intensif et en monoculture, ou qui peuvent être intensifs et en monoculture, sont nombreux. Parmi les impacts, tout d'abord, une parcelle qui ne contient qu'une seule espèce d'arbre, plantée de manière artificielle et souvent avec des densités fortes. La densité, c'est le nombre de tiges à l'hectare. Ces écosystèmes vont automatiquement enregistrer une modification significative de paramètres tels que l'interception de la pluie, le rayonnement et l'humidité du sol. Donc on va modifier les conditions du milieu. Deuxièmement, ces cultures forestières détruisent les habitats originels. Ainsi, en Indonésie, les plantations de palmiers déciment les habitats des orang-outans, les rendant de plus en plus vulnérables, affamés, au point que cette espèce elle-même est menacée d'extinction. C'est ainsi que plus globalement, la biodiversité, évidemment, va diminuer de manière drastique. Alors ceci va se traduire par une diminution des capacités d'adaptation, de résistance et de résilience de l'écosystème face à de nombreux stress, que ce soit le stress hydrique, les attaques de parasites, les canicules ou les tempêtes. En effet, un système avec plus de biodiversité sera plus apte à se défendre et à être résilient. D'autre part, l'exploitation des forêts entraîne évidemment de l'export de biomasse. Cet export de biomasse, le bois qu'on enlève, ce sont des nutriments qui étaient stockés dans les arbres et qui ne retourneront pas au sol par le recyclage biologique. Ainsi, au fur et à mesure des récoltes de bois, les sols vont s'épuiser et devenir de moins en moins fertiles. Enfin, l'exploitation sylvicole, les coupes, l'utilisation d'engins de plus en plus gros et lourds provoquent notamment une forte augmentation de l'érosion des sols. Par exemple, les horizons les plus superficiels, c'est-à-dire ceux qui sont les plus riches en nutriments, en matière organique, en humidité, vont être travaillés et vont s'éroder plus facilement et donc quitter le milieu. On voit donc bien à travers ces exemples que les forêts plantées fonctionnent totalement différemment des écosystèmes des forêts primaires. Alors maintenant, nous allons définir ce que c'est que ces différents types d'écosystèmes et donc il est important de définir la notion d'écosystème. Qu'est-ce qu'un écosystème? Alors un écosystème, c'est un système ou une unité écologique formée par un environnement qu'on appelle le biotope, qu'on pourrait aussi appeler milieu, et par l'ensemble des espèces qu'on appelle biocénoses qui y vivent, qui s'y nourrissent et qui s'y reproduisent. Alors si on détaille un peu, on voit que le biotope, il comprend les différents compartiments abiotiques du milieu, comme l'atmosphère, les sols, les rivières, c'est-à-dire finalement le climat, la géologie, la topographie, l'hydrosphère, la pédosphère, ce qui forme le paysage. Mais d'autre part, la biocénose qui correspond, elle, à ce que nous pourrions aussi nommer la biosphère et qui va, elle, comprendre l'ensemble des organismes, végétaux, microbiens, animaux, humains, qui y vivent et qui s'y nourrissent et qui s'y reproduisent. Donc une forêt est un écosystème au même titre, par exemple, qu'une mare, un désert ou une prairie. Donc un écosystème va se caractériser également par les interactions qu'il y a en son sein entre les aspects biotiques, plantes, bactéries, animaux, et les paramètres abiotiques, l'air, l'eau, les minéraux. De plus, dans la biocénose, on peut identifier 3 familles d'espèces. Les producteurs, ce sont par exemple les plantes ou les planctons dans le milieu aquatique. Qu'est-ce qu'ils font ces producteurs? Eh bien, ils vont produire la nourriture eux-mêmes, par exemple par la photosynthèse, pour les autres organismes. La deuxième famille, ce sont les consommateurs, que ce soit des consommateurs primaires ou secondaires, qui vont se nourrir. Par exemple, les animaux qui vont récupérer la nourriture, les plantes qui vont se nourrir des plantes. Et la troisième famille, ce sont les décomposeurs. Les décomposeurs, c'est ceux qui vont donc décomposer et arriver à la fin de la chaîne pour décomposer les éléments. Ce sont par exemple les bactéries ou les animaux décomposeurs. Ces différents organismes ils se retrouvent le long de ce qu'on appelle la chaîne alimentaire avec une succession de prédateurs. Néanmoins, plutôt qu'une représentation linéaire, il faut plutôt avoir l'image d'une boucle ou d'un cycle. En effet, dans les écosystèmes, il y a la notion de recyclage. Par exemple, les litières qui tombent
au pied des arbres, elles vont être dégradées par les bactéries et les nutriments qui étaient dans cette matière organique, dans cette litière, va retourner au sol et elle va être reprise par les racines des arbres. Dans cette diapositive, vous pouvez voir que la dénomination d'écosystème forestier sous-tend en fait une grande diversité, à la fois dans les espèces, mais aussi dans les interactions entre elles et donc de fonctionnement. Les grandes familles de forêts ne sont évidemment pas réparties aléatoirement à la surface de la Terre. Et elles vont aussi dépendre de la latitude, de l'altitude et donc du climat, mais aussi de la géologie. Il y a donc plusieurs écosystèmes qui peuvent arriver et qui peuvent exister dans plusieurs milieux. Alors voilà, je vous propose ici un petit quiz. Alors d'après votre perception des forêts dans le monde, quel pays comprend la plus grande surface de forêt sur son territoire? Est-ce le Brésil, la Fédération de Russie, la Chine, le Canada ou les États-Unis? Alors voici la réponse. Donc c'est la Fédération de Russie qui contient le plus haut pourcentage de forêt avec 20%. Les 4 autres pays sont le Brésil, le Canada, les États-Unis et la Chine. Donc voici par exemple une carte de la répartition des surfaces de forêt dans le monde en 2020 provenant de la FAO. Donc la FAO, c'est une organisation des Nations Unies qui est la Food and Agriculture Organization, qui est une organisation intergouvernementale sous l'égide des Nations Unies. Et donc cette FAO publie régulièrement des rapports et des documents en ligne disponibles gratuitement que vous pouvez consulter et qui sont des ressources très intéressantes sur l'état des forêts, mais aussi des surfaces agricoles dans le monde. Alors si on résume cette partie, nous avons vu pourquoi les forêts sont des écosystèmes importants des surfaces continentales. Elles représentent un tiers des surfaces continentales, avec plus de 4 milliards d'hectares de forêt. Les forêts primaires restantes ne correspondent plus qu'à 1,1 milliard d'hectares, soit 25% du total. Nous avons vu qu'il existe une multitude d'écosystèmes forestiers en fonction du climat, de l'altitude, de la géologie, mais aussi de la pression humaine. Nous avons vu que 54% des forêts sont réparties entre la Russie, le Brésil, le Canada, les États-Unis et la Chine. Nous avons vu que les forêts sont des réservoirs de biodiversité, mais ce sont également des puits de carbone, des zones d'épuration des eaux, des ressources en plantes médicinales, des ressources en bois, bien entendu. Mais elles subissent une pression anthropique de plus en plus importante, avec une demande en bois croissante, les effets du changement climatique, de la sylviculture intensive et de la déforestation. Il est donc important de mieux connaître les forêts pour mieux les protéger. Cette partie se finit. Vous avez d'autres vidéos qui sont disponibles dans lesquelles vous allez apprendre ou mieux comprendre pourquoi la forêt est un puits de carbone, non seulement la partie aérienne des écosystèmes forestiers, mais aussi la partie souterraine, les sols. Je vous invite donc à aller regarder ces vidéos. Vous allez également avoir une vidéo qui traite du cycle de l'eau et comment on suit et on mesure ce cycle de l'eau dans les écosystèmes forestiers. Je vous remercie. À très bientôt.